Tama était autrefois un vaillant chevalier qui a rencontré sa fin aux mains de démons. Cependant, après sa mort, il a été réincarné dans le corps d'un Behemoth de rang S, une créature capable de détruire des nations entières en quelques secondes, mais c'est du moins ce que prétend son écran de statut, et en réalité, il ressemble à un chat ordinaire. Tama est reconnaissant pour cette seconde chance dans la vie, mais il se sent partagé à l'idée de devenir un monstre, surtout après avoir passé toute sa vie humaine à les tuer. En contemplant sa nouvelle existence, un slime de rang E se rapproche lentement de lui. Tama sait que le slime prévoit de le manger, alors il ouvre rapidement son écran de statut pour choisir une compétence de défense. Débloquant la capacité de lancer des pierres de sa bouche, il l'utilise pour tuer la boue avec facilité. Soulagé mais affamé, Tama se rend compte qu'il n'a pas mangé depuis sa réincarnation et décide d'essayer la boue. Et à sa surprise, elle a un goût délicieux. Encore mieux, manger des monstres lui accorde leurs compétences, et de la boue, il obtient la capacité de stocker des objets. Encouragé par sa nouvelle puissance, Tama décide d'explorer davantage le donjon pour voir quels autres monstres ou repas l'attendent. Étant de rang S, aucun des habitants du donjon ne lui pose une réelle menace. Il abat sans effort des minotaures, des golems et des serpents, les dévore et absorbe leurs compétences. Alors, la vie en tant que monstre-chat n'est finalement pas si mauvaise, et Tama commence à apprécier sa nouvelle existence. Pendant ce temps, à l'entrée du donjon, une fille elfe bien dotée arrive, prête à commencer sa journée d'aventure. De retour avec Tama, son exploration le mène à un coffre au trésor se trouvant au milieu de la pièce. Ravi, il se précipite pour l'ouvrir, impatient de voir un trésor dans la vraie vie pour la première fois. À l'intérieur, il découvre un énorme joyau, mais avant de pouvoir célébrer, il réalise que le coffre était un piège, et au lieu d'être un mimique, le piège le téléporte dans une pièce secrète de boss. Alors maintenant, Tama se retrouve perché sur le dos d'un dragon terrestre, et contrairement aux autres monstres qu'il a affrontés jusqu'à présent, celui-ci est aussi de rang S, ce qui signifie qu'il ne pourra pas le vaincre en un seul coup comme les autres. Le dragon de terre se moque alors de Tama pour avoir osé s'introduire dans sa tanière, jurant de mettre fin à sa vie, mais Tama, littéralement âgé d'une heure seulement dans cette nouvelle vie, refuse de mourir aussi facilement. Il riposte donc avec son attaque de roche, mais c'est hilarant inefficace contre un dragon de terre, et les roches rebondissent sans danger sur ses écailles robustes, ricochant dans le plafond et créant un petit trou. Le dragon riposte en lui donnant un coup de griffe, et Tama utilise sa compétence de corps de fer pour se défendre. Mais bien que la compétence le garde en vie, le coup de griffe lui laisse tout de même des blessures graves. Le dragon, impressionné par sa survie, le déclare tenace mais toujours pas à la hauteur d'elle, alors elle se précipite en avant pour l'achever. Mais dans un dernier effort désespéré, Tama active une compétence de vol nouvellement débloquée et lui tranche l'œil avec sa queue avant de s'échapper par le trou dans le plafond. Gravement blessé et perdant du sang rapidement, Tama essaie désespérément de sortir du donjon pour trouver un endroit sûr afin de se rétablir. Mais il est à quelques pas de la sortie quand il s'effondre à cause de la perte de sang. Alors qu'il est allongé, impuissant, sur le sol, il entend quelque chose approcher de l'autre côté du coin. Incapable de bouger, il suppose que quoi que ce soit va facilement l'achever. Mais au lieu d'une menace, c'est la fille elfe bien dotée d'avant. En apercevant le corps presque sans vie de Tama, elle se précipite pour l'aider. Tama se réveille des heures plus tard, se trouvant allongé dans un lit moelleux avec ses blessures bandées, alors il se demande confusément où il est jusqu'à ce que la fille elfe entre avec un bol de lait. Se souvenant de son visage avant de perdre connaissance, Tama s'émerveille de sa beauté et admire silencieusement ses gros melons bien faits. La fille elfe est soulagée de voir Tama réveillée, commentant la gravité de ses blessures. Elle ne peut pas comprendre comment un petit chaton comme lui a pu se retrouver au milieu d'un donjon aussi dangereux, donc Tama réalise rapidement qu'elle pense qu'il est juste un chat ordinaire plutôt qu'un Behemoth de rang S, et puisqu'il ne peut pas parler, il n'y a aucun moyen de corriger sa supposition. Mais même s'il le pouvait, pourquoi voudrait-il le faire ? Après tout, ce malentendu signifie qu'il peut dormir sur son coussin légendaire chaque soir. Au cours des semaines suivantes, Arya continue de s'occuper de Tama jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli de ses blessures. Un jour, alors qu'Arya part pour sa course habituelle dans le donjon, Tama réfléchit à sa gratitude pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Elle ne l'a pas seulement soigné jusqu'à la guérison, mais elle lui a aussi donné de la nourriture, un endroit chaud pour dormir, et une gentillesse sans condition. Déterminé à la rembourser, Tama jure de la protéger à tout prix. Pour assurer sa sécurité, il décide de la suivre secrètement dans le donjon. Il se faufile ensuite à bord du bateau avant qu'il ne parte et se cache. À leur arrivée au donjon, Tama garde un œil attentif sur Arya tout en restant caché dans l'ombre. Il s'inquiète qu'elle ne se retrouve dans une situation ridicule, comme perdre ses vêtements à cause d'un slime ou quelque chose d'absurde comme ça. Déterminé à être prêt à tout, il se prépare à intervenir au moindre signe de danger. Cependant, ses inquiétudes s'apaisent rapidement lorsque Arya rencontre un groupe de gobelins. Elle active son aptitude d'accélération et les élimine avec une précision incroyable, les abattant sans effort. Après le combat, elle se penche pour ramasser les oreilles de gobelins pour la récompense.
Et après l'avoir vu en action, Tama est vraiment impressionné. Son expérience en tant que chevalier lui permet de reconnaître le niveau d'habileté et de rapidité dans son maniement de l'épée, et il ne peut s'empêcher d'admirer sa capacité. Alors qu'Arya termine de ranger les oreilles de gobelin, elle aperçoit un autre gobelin caché derrière un coin et se prépare à nouveau. Elle a déjà atteint son quota de gobelins pour aujourd'hui, mais si celui-ci insiste pour attaquer, elle s'en occupera. Ce qu'elle ne réalise pas, cependant, c'est que ce n'est pas un gobelin ordinaire, c'est un gobelin mage, et avant qu'elle ne puisse réagir, le gobelin lance une énorme boule de feu sur elle. Complètement prise au dépourvu par une telle attaque, Arya se retrouve en grand danger. Tama ne peut pas rester là à la laisser se blesser, et il sait qu'utiliser l'une de ses compétences surpuissantes révélerait qu'il est un monstre, quelque chose qu'il n'est pas prêt à expliquer. Et au lieu de cela, il agit rapidement, poussant Arya hors de danger et se jetant sur le mage gobelin. Et d'un coup de ses pattes de chat ordinaire, Tama fait trébucher le gobelin qui dégringole les escaliers du donjon vers sa mort. Arya, stupéfaite par la tournure des événements, ne peut pas comprendre comment ni pourquoi Tama est dans le donjon, mais sa gratitude pour son intervention est évidente. Sur le trajet en bateau pour revenir en ville, elle le laisse se blottir contre sa poitrine généreuse, le récompensant avec des caresses sur le ventre, et ça le rend accro. Après être rentrée en ville, Arya se dirige directement vers la guilde des aventuriers pour soumettre les oreilles de gobelins qu'elle a collectées. En se dirigeant vers la réception, elle est arrêtée par Lord Kazman, un homme qu'elle a rencontré auparavant et qu'elle essaie activement d'éviter. Kazman, comme d'habitude, tente de convaincre Arya de rejoindre son groupe, mais elle refuse poliment, bien consciente de sa réputation de salaud. Mais Kazman refuse d'accepter un non comme réponse. Comme pour prouver sa sournoiserie, il tend la main, visant une double prise de joue sale, mais avant que Kazman ne puisse entrer en contact, Tama entre en action, mordant sa main et s'y agrippant fermement. Kazman hurle de douleur, se débattant frénétiquement, mais Tama ne lâche pas prise. Lorsque Kazman parvient finalement à se débarrasser de Tama, le chat atterrit sur son visage, le griffant avant de sauter à nouveau sur la poitrine d'Arya. Kazman, furieux et humilié, saisit son épée, décidé à attaquer Tama. Mais avant qu'il ne puisse frapper, la maître de guilde, Arnold Schwarzenegger, connu sous le nom d'Anna, attrape l'épée de Kazman en plein mouvement et le prévient que la guilde a des règles strictes contre le fait de dégainer des armes pour des raisons futiles, comme se battre avec un chat. Alors elle le prévient qu'il y aura de graves conséquences s'il continue. Réalisant qu'il n'est pas à la hauteur de l'autorité d'Arnold, Kazman recule à contre-cœur et sort furieux de la guilde. Arya remercie ensuite Arnold d'être intervenu, mais il dit que ce n'est rien et félicite Tama pour l'avoir défendu si vigoureusement. Arya se dirige ensuite vers le comptoir de réception où Arnold enregistre les oreilles de gobelin, terminant officiellement sa quête. Ensuite, Arya s'assoit à une table pour se détendre et passer du temps avec Tama. Et tout semble sain alors qu'elle lui chatouille le ventre, mais l'ambiance des regards dans ses yeux change lorsque ses doigts descendent un peu trop bas, effleurant ses zones plus intimes. Et l'elfe pervers a l'air bien trop excité par cette merde. Plus tard, Arya se prépare à prendre un bain et insiste pour amener Tama avec elle. Toujours attachée à son honneur en tant qu'ancien chevalier, Tama refuse d'entrer dans un bain pour femmes, mais Arya a d'autres plans. Et malgré ses protestations, Tama finit par se retrouver dans le bain avec elle. Alors qu'il trempe, Arya commence à parler de ses rêves. Elle raconte à Tama comment son village a failli être détruit par des démons il y a des années, mais que la légendaire épée Saint Alisha est apparue et a sauvé tout le monde. Et depuis, Arya s'est consacrée à devenir aussi forte et héroïque qu'Alisha. Le lendemain, Arya se dirige vers la guilde avec Tama. Et en traversant la ville, Tama remarque à quel point Arya est appréciée de tous. Les habitants la saluent chaleureusement, montrant combien ils l'admirent. Lorsqu'ils arrivent à la guilde, Arya salue joyeusement Arnold à la réception. Cependant, le visage d'Arnold devient sérieux, alors qu'il la prévient qu'aujourd'hui n'est pas un bon jour pour être ici, et lui conseille de partir rapidement. Malheureusement, avant qu'Arya ne puisse suivre son conseil, Kazman se pavane dans la guilde avec un air de suffisance. Il annonce bruyamment qu'après avoir été blessé par son chat, il a rapporté l'incident au baron, et en conséquence, il a reçu un ordre spécial déclarant que le chat de compagnie d'Arya doit être euthanasié. Arya est horrifiée. Même si elle n'a pas Tama depuis longtemps, il est déjà incroyablement précieux pour elle et elle ne peut pas supporter l'idée de le perdre. Alors elle tombe à genoux, suppliant Kazman de faire preuve de clémence. Kazman, se délectant de son désespoir, propose un duel. Si Arya gagne, la vie de Tama sera épargnée. Mais si Kazman gagne, Arya doit accepter de l'épouser. Les conditions sont extrêmement injustes. Non seulement Kazman est d'un grade supérieur à Arya, mais les enjeux sont fortement biaisés en sa faveur. Cependant, sans autre option pour sauver Tama, Arya accepte à contre-cœur. Le duel commence et il lui donne immédiatement un coup de pied sur le côté, la faisant tomber au sol. Alors qu'elle se remet, il lui fait un compliment sarcastique sur sa vitesse, se moquant que cela ne suffira pas pour le vaincre. Arya change alors de tactique, lançant une rafale de poignards sur Kazman, mais sa cape à l'épreuve des couteaux rend l'attaque inutile et il les dévie facilement.
Casman réduit ensuite la distance et s'avance, frappant sans relâche avec son épée. Arya lutte pour se défendre, mais est finalement désarmée, la laissant vulnérable et à sa merci. Avec son arme perdue, tout espoir semble perdu pour Arya. Tama regarde la scène se dérouler, son esprit en ébullition. S'il ne fait rien, Arya sera forcée d'épouser Casman. Mais s'il intervient et utilise ses compétences, tout le monde réalisera qu'il est un monstre. Casman lève alors son épée, prêt à porter le coup final et à forcer Arya à se rendre. Mais au moment où il frappe, Tama prend la décision de la protéger et saute devant la lame, activant sa compétence corps de fer pour la bloquer. La force de la compétence brise l'épée, laissant Casman stupéfait. Tama déclenche alors une compétence de hurlement puissante, en voyant Casman voler dans un groupe d'arbres voisins. Et par pure coïncidence, l'épée brisée vole dans la même direction, visant droit sur les parties de Casman. Et ce résultat garantit que la journée de Casman passe de mauvaise à absolument misérable. La foule éclate en murmures, stupéfaite par ce qu'elle vient de voir. Tout le monde sait qu'ils ont vu le chat utiliser des compétences, quelque chose qu'aucun animal de compagnie ordinaire ne pourrait faire. Tama avait anticipé ce moment, sachant que ses actions révéleraient son secret. Alors il est certain que ce n'est qu'une question de temps avant que la foule se rende compte qu'il est un monstre. Et quand ils le feront, ils viendront probablement pour lui. Mais malgré cela, Tama ne ressent aucun regret, car sa seule préoccupation était de protéger Arya, et dans cela, il a réussi. Arya et Arnold s'approchèrent ensuite de Tama avec précaution, tous deux clairement émerveillés. Ils commencent à discuter de ce que Tama pourrait être, mais au lieu de conclure qu'il est un monstre, ils se convainquent qu'il doit être un chat élémentaire, une créature rare et magique. Tama est stupéfait par leur malentendu, il a du mal à croire à sa chance. Arnold déclare alors Arya vainqueur du duel, et avec les choses arrangées, tout revient à la normale. Ou aussi normal que la vie puisse l'être pour un chat surpuissant, avec le coussin le plus légendaire et confortable du monde. Le lendemain matin, Arya essaie de sortir Tama du lit en la câlinant, mais le chaton joueur décide de mordiller son oreille d'une manière qui la laisse confuse et rougissante de manière incontrôlable. En tant qu'ancien chevalier honorable, Tama décide rapidement de s'arrêter avant que les choses ne deviennent encore plus gênantes, alors il saute du lit pour s'éloigner. Cependant, Arya continue de l'appeler, son ton rempli de désir, rendant la situation encore plus étrange pour Tama. Plus tard, Arya emmène Tama à la boutique du forgeron pour rendre visite à son ami Vulcan. Dès qu'ils arrivent, l'attention de Vulcan est immédiatement attirée par Tama, incapable de détacher ses yeux de l'adorable chaton. Arya parle de Tama, partageant des histoires, tandis que Vulcan demande avec enthousiasme à le tenir. Tama a l'air ravi alors que Vulcan le soulève, admirant sa mignonnerie. Cependant, Arya se concentre rapidement sur la raison de leur visite. Elle a besoin que Vulcan fabrique une armure pour Tama. Vulcan est ravie à l'idée, excitée de travailler sur quelque chose d'aussi unique et charmant. Elle commence donc à prendre les mesures de Tama immédiatement, promettant à Arya qu'elle créera l'armure parfaite pour lui. Alors que Vulcan commence son travail, Arya se penche pour chuchoter à Tama, lui demandant s'il est prêt pour une aventure. Tama accepte avec empressement sans hésitation, sa queue remuant d'anticipation. Pendant qu'Arya et Tama font leur plan, Vulcan est concentré comme un laser sur la fabrication de l'armure, traitant cette tâche comme si c'était la mission de sa vie. En moins de 10 minutes, Vulcan présente fièrement l'armure achevée et il s'avère que c'est un chef-d'œuvre. Tama a fière allure dedans et l'ajustement est parfait. Cependant, Vulcan admet qu'elle a encore du mal avec un autre problème, l'épée d'Arya. Malgré l'avoir reforgée plus d'une centaine de fois, elle n'a pas réussi à la rendre plus légère, ce qui rend difficile pour Arya de la manier efficacement pendant ses quêtes. Après réflexion, Vulcan propose de former un groupe temporaire. De cette façon, elle peut observer Arya en action, voir comment elle manie l'épée pour mieux comprendre le problème et trouver une solution. Ce jour-là, l'équipe plonge dans le donjon où Vulcan montre rapidement sa force, écrasant les horribles gobelins qu'il rencontre. Arya regarde avec une pure excitation, émerveillée par l'audace et la puissance de Vulcan, tandis que Tama pense que Vulcan est à la fois intrépide et incroyablement talentueuse. Ses compétences sont encore validées lorsqu'elle bloque une attaque de boule de feu d'un des monstres, utilisant une capacité dérivée de ses talents de forgeron. Vulcan explique que son pouvoir lui permet d'envelopper son armure dans différents éléments, ce qui la rend polyvalente en combat. Ensuite, avec le chemin dégagé, Vulcan se met de côté, encourageant Arya à prendre le relais avec son épée. Leur prochain défi s'avère être un orque laid et surdimensionné. L'apparence grotesque de la créature est à la fois répugnante et intimidante, mais Arya attaque quand même. Utilisant sa compétence d'accélération, elle essaie de porter un coup, mais l'orque bloque habilement ses avances. Tama intervient alors, s'élançant dans les airs et activant sa technique du corps de fer pour protéger Arya d'un coup imminent, distrayant suffisamment l'orque. Saisissant le moment, Arya frappe et élimine la bête en une seule attaque décisive. Vulcan observe de près les mouvements d'Arya et remarque que sa longue épée entrave son flux de combat, rendant ses frappes moins efficaces. Arya, insatisfaite de sa performance, se tourne vers Vulcan et demande un défi encore plus difficile, déterminée à repousser ses limites et à devenir plus forte. Impressionné par sa détermination, Vulcan l'encourage à passer à l'étage suivant, promettant des défis encore plus grands à venir.
En descendant plus loin, l'équipe rencontre un essaim de tentacules gluants et pervertis au lieu de bêtes massives. Tama devient instantanément anxieux, craignant que ces créatures visqueuses ne saisissent sa maîtresse de tous côtés avec leurs tentacules. Vulcan avertit alors Arya de se déplacer intelligemment et d'éviter à tout prix leur prise collante. Ainsi, Arya charge avec accélération, mais la rapidité des tentacules en fait des adversaires coriaces. Ces frappes n'atteignent pas leur corps et l'un des ropeurs brise sa lourde épée, la laissant sans défense. Mais juste au moment où elle est sur le point d'être prise au piège, Vulcan lance un couteau vers elle. Arya l'attrape en plein vol et l'enfonce rapidement dans le cœur du ropeur, le tuant d'un geste précis. Avec une détermination renouvelée, elle pivote pour abattre le prochain slime. Et tandis que Vulcan observe le style de combat d'Arya, il conclut rapidement que la véritable force d'Arya réside dans l'utilisation d'armes plus courtes et plus légères, au lieu de sa lourde épée longue. Et en un rien de temps, Arya tranche à travers les parties du corps du monstre, avec une vitesse inégalée, laissant Vulcan totalement stupéfait. Elle savait toujours qu'Arya avait du talent, mais elle ne s'attendait pas à ce niveau de rapidité et d'efficacité pour abattre le deuxième monstre. Alors qu'il pense que la bataille est terminée, le monstre éclabousse son goût sur Arya, la couvrant de la tête aux pieds tout en régénérant ses membres. Dégoûtée et furieuse, Arya grimace, déclarant que seule Tama a la permission de faire quelque chose comme ça. Alimentée par son indignation, elle détruit la créature en un seul mouvement dévastateur. Mais cette fois, elle le coupe en tellement de morceaux qu'il n'y a aucune chance qu'il se régénère. Vulcan et Tama se précipitent pour la féliciter pour son incroyable démonstration de compétence. Mais tandis que Vulcan s'approche pour offrir ses louanges, Tama, étant le petit chat espiègle qu'il est, s'arrête à mi-chemin pour voler un peu de jus du monstre mort pour absorber sa compétence à son propre usage. Pendant ce temps, Arya, encore furieuse, laisse éclater sa colère sur les restes de la créature qui avait osé l'éclabousser de sa substance désagréable. Elle transperce sans relâche son corps déjà mutilé, murmurant des pensées de vengeance, tandis que Tama regarde en silence, se demandant si elle n'a pas légèrement dépassé les bornes. Après le massacre, Arya s'ouvre à Vulcan, partageant l'histoire de sa motivation pour manier les épées longues. Elle se souvient de sa rencontre avec le saint de l'épée pendant son enfance, une figure qui est devenue son idole et l'a inspirée à prendre l'arme. Bien que l'épée longue soit mal adaptée à son style de combat naturel, Arya a consacré des années à la maîtriser afin d'imiter son héros. Cependant, avec sa récente prise de conscience que les poignards complètent bien mieux ses compétences, elle a décidé d'embrasser cette nouvelle force. Tama écoute attentivement et lui offre son soutien, la rassurant que ce changement ne fera que la rendre plus forte. Voyant la croissance d'Arya, Vulcan propose de se diriger vers un étage plus profond du donjon, confiant dans la capacité d'Arya à relever les défis avec ses poignards. Avant de continuer, ils font une pause près de la pierre philosophale, un artefact rare qui repousse les monstres à proximité. Pendant qu'ils se reposent, Arya regarde la pierre, déclenchant une vague de souvenirs douloureux de son enfance lorsque sa maison a été attaquée par des démons. Perdue dans ses pensées, elle remarque à peine le regard inquiet de Vulcan, mais lorsque Vulcan lui demande doucement si quelque chose ne va pas, Arya élude la question, changeant rapidement de sujet et orientant la conversation ailleurs. Pendant que le groupe fait une pause, Tama s'ébat dans une mare d'eau, insouciant et s'amusant. En le voyant s'amuser autant, Arya décide de le rejoindre, enlevant son armure de parc et offrant à Tama une vue dégagée de ce qu'il y a en dessous. Vulcan les rejoint bientôt et les trois prennent ensemble un bain rafraîchissant. Mais alors que Tama nage, il essaie de se concentrer sur autre chose que leurs documents classifiés exposés. Pendant leur temps libre, Arya demande à Vulcan, de manière décontractée, au sujet de son groupe habituel de donjons, abordant involontairement un sujet sensible. Vulcan admet que son groupe s'est dissous après que deux des membres soient tombés amoureux et que la membre féminine soit tombée enceinte. Le couple a donc décidé de s'installer, laissant leur jour d'aventure derrière eux. La conversation prend ensuite une tournure étrange lorsque Vulcan mentionne que les chats élémentaires comme Tama peuvent se croiser, et elle réfléchit à ce qui pourrait se passer si Tama grandissait et entrait dans une saison de chaleur sérieuse. Arya trouve l'idée excitante de manière surprenante, et encourage avec enthousiasme Tama à grandir plus vite pour qu'elle puisse avoir ses adorables chatons, et ça fait silencieusement réfléchir Tama, quel genre de folie est-ce ? Puis, alors que leur pause se termine, le groupe se dirige vers l'étage suivant du donjon, où ils rencontrent un féroce minotaure, et contrairement aux gobelins et ropeurs d'avant, cette créature est un adversaire redoutable. Arya s'approche ensuite prudemment, accélérant vers la bête et exécutant sa technique de frappe tourbillon. Cependant, son attaque égratigne à peine la peau épaisse du minotaure, la laissant secouer. Vulcan intervient alors, offrant des encouragements et aidant Arya à retrouver son calme. Motivée par le soutien de Vulcan, Arya se reconcentre, lançant une série de frappes plus rapides et plus agressives. Le minotaure, dépassé par sa vitesse, commence à brandir son arme massive de manière désordonnée. Un coup frappe le plafond, provoquant la chute de débris dangereusement près de Vulcan. Tama, rapide sur ses pieds, utilise sa compétence Ether Howling pour dévier les rochers qui tombent, sauvant Vulcan juste à temps. Inspiré par le courage de Tama, Arya voit une ouverture et porte un coup puissant directement à la poitrine du minotaure, abattant la bête pour de bon.
Alors que Tama encourage la victoire durement gagnée d'Arya, Vulcan reste en admiration, s'émerveillant de la force et du courage du petit chat, et ses pensées vagabondent alors qu'elle ne peut s'empêcher de penser que Tama est un mâle alpha vraiment puissant. De retour à la guilde des aventuriers, Arya, Vulcan et Tama remettent le butin qu'ils ont collecté lors de leur raid dans le donjon. Ils s'approchent ensuite d'Arnold qui examine les profondes entailles sur les restes du Minotaure et demande qui a réussi à infliger de tels dégâts. Avec un sourire fier, Vulcan révèle que les coupures sont le résultat des nouvelles compétences aiguisées d'Arya. Arnold, se rappelant à quel point Arya était plus faible quand elle est arrivée en ville, félicite sa croissance et son dur labeur. Flatté par les éloges, Arya remercie Arnold, se sentant une certaine satisfaction. Avec leur gain en main, le trio se dirige vers un restaurant local pour célébrer leur aventure réussie. Au restaurant, Vulcan ne perd pas de temps et se resserre généreusement, impressionnant Tama, qui ne peut s'empêcher de se demander si c'est une buveuse aguerrie. Arya en profite pour exprimer sa gratitude à Vulcan pour son soutien pendant le raid, admettant combien elle a pris plaisir à travailler ensemble. Vulcan partage les mêmes sentiments, montrant une rare herbe médicinale qu'elle a collectée dans le donjon comme souvenir. Leur conversation animée rend Tama nostalgique, lui rappelant sa vie antérieure en tant qu'aventurier quand il avait des camarades pour partager de tels moments. Pourtant, Tama reconnaît que sa vie actuelle n'est pas mauvaise. Après tout, être l'animal de compagnie choyé d'un elfe magnifique est un rêve que peu de gens refuseraient. Alors que leur lien se renforce, Vulcan propose de former un groupe officiel. Arya, prise de court, est flattée mais trop timide pour répondre. Sentant son hésitation, Tama lui mord doucement la main et la place sur celle de Vulcan, scellant ainsi l'accord en son nom. Le groupe éclate de joie, célébrant leur nouveau partenariat, et, porté par l'euphorie de la camaraderie, ils décident de commander plus de boissons et de faire de cette soirée un moment inoubliable. Plus tard dans la nuit, Tama se retrouve pris au piège entre l'intrigue d'Arya et le plot armor de Vulcan. La situation gênante et étroite ne l'aide pas à dormir, surtout lorsqu'il entend Arya murmurer dans son sommeil, mentionnant quelque chose à propos de l'espoir que Tama ne devienne pas trop brutal. Soupçonneux et légèrement troublé, il parvient à maintenir son calme. Cherchant à se distraire, Tama vérifie ses statistiques et est surpris de découvrir qu'il est éligible à l'évolution. Cependant, évoluer pourrait le transformer en un énorme colosse, mettant potentiellement fin à sa vie actuelle avec Arya et Vulcan. Choisissant la loyauté plutôt que le pouvoir, Tama décide de rester leur animal de compagnie chéri et fiable. Le lendemain matin, en se promenant en ville, Arya et Tama rencontrent deux voyous harcelant une jeune fille, l'accusant d'être une voleuse. Arya intervient immédiatement et quand les voyous remarquent son chat élémentaire, ils se dispersent pour éviter le conflit. Arya réconforte ensuite la fille, apprenant qu'elle est orpheline, et l'emmène dans une église locale où des religieuses s'occupent d'autres enfants. En écoutant la conversation émotive d'Arya avec les religieuses, Tama est rempli d'admiration pour la gentillesse de sa maîtresse et promet de la soutenir encore plus qu'avant. Ce soir-là, Arnold appelle Arya à la guilde des aventuriers pour la féliciter de sa promotion au rang C. Il lui remet un nouveau pendentif de rang brillant en reconnaissance de son travail acharné, mais leur célébration est interrompue par une agitation au tableau des quêtes. Arnold explique ensuite que des personnes ont disparu à Lineren, une ville voisine, avec des rumeurs de démons en être responsables. En entendant cela, la détermination d'Arya se renforce. Poussée par sa rancune contre les démons, elle demande avec enthousiasme plus d'informations et déclare son intention d'accepter la quête d'urgence sans hésitation. Après avoir entendu les détails de l'affaire, Arya pressa Arnold pour chaque information qu'elle connaissait sur l'affaire. Vulcan devint mal à l'aise face à l'empressement de l'elfe à prendre les devants, doutant que cela soit dans ses capacités. Pourtant, Arya, inébranlable, était déterminée à agir avant que d'autres personnes ne tombent victimes. Impressionné par sa détermination, Vulcan offrit son aide et Arnold observa que dans ces circonstances, une compagnie de mercenaires pourrait bientôt recruter les deux. À ce moment-là, un jeune homme en tunique est entré dans la guilde. Il s'est présenté comme Cédric et les aventuriers l'ont immédiatement reconnu comme le fils aîné du duc, renommé pour sa compétence dans la gestion des labyrinthes. Cédric a chaleureusement salué Vulcan et leur a assuré à elle et Arya qu'ils combattront bientôt côte à côte. Tama se souvint alors de Cédric de la guerre appelée Ragnarok, lorsque l'humanité a combattu contre les démons. Malgré des pertes dévastatrices, la victoire a été obtenue grâce à un garçon prodigieux, le Grand Mage, qui les a menés au triomphe et a acquis le statut de héros légendaire. Au milieu de l'excitation, Arya s'inquiétait que leur groupe soit trop petit pour faire face à de telles menaces immenses. Arnold, captivé par le charme de Cédric, la rassura, en affirmant que Cédric pouvait impressionner n'importe qui. Alors qu'Arya s'accrochait à lui avec affection, Arnold lui rappela de garder de telles démonstrations privées. Arya demanda curieusement s'ils étaient un couple, et Vulcan le confirma, laissant Tama perplexe. Restant silencieux jusqu'à leur retour à la maison, Tama remarqua l'inquiétude de son maître, compréhensible étant donné les dangers imminents de leur voyage aux côtés du héros. Le chat, Tama, lécha le visage de l'elfe comme pour la réconforter, et elle l'embrassa en retour. Surpris par l'échange, Tama se reconcentra alors que le groupe se préparait à partir. Lors de leur voyage, ils rencontrèrent de nouveaux alliés. Le chevelu argenté Dany, le monstre humanoïde Howard, la flamboyante rousse Kini et Marietta.
Arya a présenté Tama, qui a rapidement conquis tout le monde avec son charme irrésistible. Marietta a même pris des tours pour le porter. Cependant, le voyage paisible s'est brusquement arrêté lorsqu'un groupe d'orques a bloqué la route. Cédric a demandé à Dany de gérer la menace, et le bretteur a vaincu les orques sans effort apparent. Vulcan est intrigué et demande des informations sur les capacités de Dany, et Kimi confirme qu'il n'a pas utilisé ses compétences. Arya commence à comprendre la force incroyable des héros de Ragnarok, tandis que Tama s'émerveille devant la puissance brute de Dany, attendant avec impatience l'occasion de combattre à ses côtés. Quand la nuit a enveloppé le ciel, ils ont atteint le village de Lennard où des villageois reconnaissants ont accueilli Cédric et son groupe. Un villageois a révélé que de nombreux habitants avaient mystérieusement disparu avec un groupe de recherche perdu dans les ruines et une autre fille enlevée la nuit précédente. La révélation a ramené des souvenirs douloureux de l'invasion de la patrie d'Arya. Le chef du village a ensuite partagé que les chevaliers de Cédric étaient leur dernier espoir. Voyant les guerriers fatigués de leur voyage, les villageois ont rapidement préparé un repas copieux pour les ravitailler. Plus tard, alors qu'ils s'installaient dans leur logement, Arya est devenue curieuse et a demandé pourquoi chacun de ses compagnons avait choisi de devenir chevalier. Dany a expliqué que la pauvreté de sa famille l'avait obligé à rejoindre pour rembourser des dettes, et Howard a partagé une histoire similaire. Kimi avait besoin d'argent pour acheter des médicaments pour sa sœur, et Marietta cherchait la liberté pour son père, qui était esclave. En entendant ces histoires touchantes, Tama a remarqué la tristesse derrière leur motivation, et même Arya a regretté d'avoir posé la question. Pourtant, les chevaliers n'éprouvaient aucune honte à propos de leur choix car ils avaient payé leurs dettes et tracé maintenant leur propre chemin. Cédric, en revanche, révélait une raison très différente. Il n'avait aucun intérêt pour l'amour ou les obligations familiales. En tant que fils du duc, il avait rejoint l'ordre parce qu'il manquait de buts plus grands et découvrait du plaisir à tuer des monstres. Sa franchise ne plaisait pas à tout le monde, mais personne ne remettait en question sa perspective. Après le dîner, il était temps de se baigner. Pendant que les filles se détendaient, les garçons, pris par la malice juvénile, essayaient de jeter un coup d'œil. Tama, toujours alerte, les prit sur le fait et d'un cri tonitruant, envoya Dany et Howard se précipiter vers leur quartier. Cédric regardait leur retraite précipitée avec un amusement léger, se demandant leur excitation pour le voyage, bien qu'ils ne puissent pas entièrement s'y rapporter. Le groupe reposé, ils s'aventurèrent plus profondément dans le sinistre labyrinthe de Lennard, ignorant qu'une créature sinistre traquait chacun de leurs mouvements. Pour ce prédateur qui rôde, les aventuriers n'étaient rien de plus que des proies. Il observait en silence, se préparant à rassembler ses forces et à mettre son plan mortel en action. Peu de temps après, une meute de loups-garous marins bloqua le chemin des aventuriers. Alors, Howard le Tank s'avança, levant son énorme bouclier et provoquant les loups pour attirer leur attention, créant ainsi de l'espace pour que les autres puissent frapper. Ensuite, Cédric a démontré son jeu d'épée inégalé avec précision, tandis qu'Arya a sauté dans la mêlée, déterminée à ne pas être surpassée. Tama, observant les loups-garous en armure, a envisagé de lâcher un puissant rugissement, mais a opté pour une attaque à base d'eau à la place. Ensuite, avec une précision infaillible, il a transpercé un loup-garou et en a rapidement abattu deux autres, laissant son équipe stupéfaite. Le monstre caché, observant depuis les ombres, était choqué de voir à quelle vitesse ces loups avaient été vaincus, surtout par Tama, qui semblait manier un pouvoir élémentaire. Pourtant, malgré leur force, le monstre savait qu'il ne pouvait pas permettre à ses intrus d'avancer. Se préparant, il se préparait à intensifier, soit en déployant plus d'armes, soit en intervenant personnellement. De retour avec les héros, tout le monde était impressionné par les capacités du chat élémentaire. Arya, complètement captivée, exprimait ouvertement son admiration, suggérant même qu'elle ne serait pas dérangée d'être subjuguée par la force de Tama. Bien qu'il trouvât ses paroles étranges, Tama résistait à ses instincts animaux, se rappelant qu'Arya était encore sa maîtresse. Ils arrivèrent bientôt dans une salle remplie d'une atmosphère oppressante et écrasante. Alors Cédric leva la main, arrêtant le groupe. Puis, des ombres émergea Baryl Asteroth, le maître du labyrinthe. Il a déclaré que leur voyage se terminerait ici, se révélant être un démon survivant cherchant à se venger de ses proches tombés. Dany a immédiatement accusé Baryl de viser le village de Lennard comme un acte de vengeance. Mais le démon a rejeté l'accusation, affirmant que Lennard n'était que le début d'un plan bien plus grand. Puis, avec un sourire sinistre, il a invoqué un groupe de trolls pour attaquer. Reconnaissant leur pouvoir, Cédric a ordonné à l'équipe de se séparer. Mais Baryl avait anticipé cela et a conjuré un mur protecteur qui a séparé Tama des autres. Ensuite, nous voyons un troll charger Tama, qui a riposté en lui arrachant le bras. Cependant, à sa grande consternation, le membre s'est régénéré presque instantanément. Pendant ce temps, l'équipe de Cédric est encerclée, et le groupe sait que leur seule chance est de compter sur Cédric pour les mener à l'évasion. Alors Cédric a dégainé sa lame, qui a commencé à pulser avec de la magie noire. Et avec un rire diabolique, il se précipita sur deux trolls, les tranchant si complètement qu'ils ne pouvaient pas se régénérer, les retirant ainsi totalement du champ de bataille. Les yeux de Baryl s'écarquillèrent lorsqu'il reconnut la magie interdite que Cédric maniait, une capacité utilisée uniquement par le grand mage pendant la guerre de Ragnarok. Cédric a ensuite souri avec amusement, car cela allait être très amusant pour lui. Ensuite, nous voyons Tama tenter une attaque de guerre de pierre, mais les trolls ne bronchent à peine et leurs blessures guérissent instantanément. Réalisant le danger, Tama se retire, l'esprit en ébullition, alors qu'il envisage d'évoluer vers sa forme plus forte. Mais évoluer signifierait rompre son lien avec Arya, un sacrifice qu'il n'est pas prêt à faire.
Déterminée à rester son compagnon fidèle, Tama libère au lieu de cela rugissements de flammes, brûlant les trolls pour que leurs blessures ne puissent pas guérir. Sa tactique audacieuse fonctionne et les trolls s'effondrent. Furieux de l'assaut incessant, Barrel se prépare pour la prochaine menace. Vulcan charge, balançant son énorme marteau, mais Barrel esquive habilement et part le coup de couteau d'Arya avec son poignard. Barrel sourit et se moque des mouvements lents du marteau pour être surpris quand Vulcan soulève un nuage de poussière l'aveuglant. Saisissant l'occasion, Arya s'élance et plonge sa lame dans la poitrine de Barrel. Au début, il considère la blessure comme insignifiante, mais ensuite la lumière émane de la dague enchantée de l'elfe, amplifiant les dégâts et le forçant à s'agenouiller. Grognant de douleur, Barrel riposte avec sa dague, infligeant une blessure vicieuse à Arya, bien plus qu'une simple coupure. Le groupe se précipite à ses côtés, la panique s'installe alors que Tama craint que l'arme soit empoisonnée. Puis nous voyons que Barrel est encore en vie et sourit sombrement, déclarant que l'humanité s'effondrera lorsque le véritable pouvoir reviendra. Puis, avec ces mots menaçants, son corps commence à se pétrifier, se transformant en pierre avant de s'effondrer en poussière. Pendant ce temps, le poison se propage rapidement dans le bras d'Arya. Cédric l'examine et identifie sombrement qu'il s'agit de venin de dragon, une toxine mortelle. Howard presse la blessure contre son bouclier enchanté dans une tentative de ralentir sa progression lorsque le groupe se précipite de retour au village de Linar. Le médecin du village confirme leur pire crainte. Le poison de dragon est mortel en 1 journée et demie et personne n'a jamais survécu sans l'œil d'un dragon terrestre. Désespéré de sauver Arya, l'équipe discute de la chasse à la bête, mais Cédric s'y oppose fermement, affirmant qu'il n'y a pas assez de temps. Alors que la douleur d'Arya s'intensifie, Tama, submergé par la culpabilité et le désespoir, s'envole par la fenêtre. Les souvenirs d'Arya lui sauvant la vie envahissent son esprit et il jure de rendre l'appareil, même si cela doit lui coûter tout. Il se précipite vers les ruines où il est ressuscité en tant que chat élémentaire, prêt à affronter le dragon de terre, la même créature qu'il a combattu une fois auparavant et à peine survécu. Le dragon, surpris de voir Tama revenir, ricane et se moque de lui pour avoir fui leur dernière rencontre. Mais cette fois, Tama ne faiblit pas. Au fond de lui, il sait que sa force actuelle ne suffira pas. N'ayant pas d'autre choix, Tama prend une décision qui change sa vie. Il choisit de se transformer en un véritable géant, embrassant son pouvoir ultime pour sauver Arya. Tama, maintenant dans sa forme colossale, déverse des flammes, rugissant furieusement sur le dragon en dessous. Le monstre cependant est trop rapide et elle s'élance en avant, libérant son propre déluge de feu et enfonçant ses dents dans la gorge de Tama comme une clé brûlante. Les pupilles de Tama tremblent de douleur, mais tout cela faisait partie de son plan élaboré, car il savait que le dragon baisserait sa garde comme un idiot une fois qu'il lui laisserait attaquer. Alors qu'elle mord, Tama riposte en sortant son lame de feu, la conduisant dans son œil et l'éclatant comme un ballon d'eau. Le dragon tombe enfin en défaite, mais le mana de Tama s'épuise, le réduisant à nouveau à sa petite forme de boule de poil. Il n'y a pas de temps pour s'attarder sur son évolution triste, car il doit livrer l'œil du dragon à son maître, alors il stocke rapidement l'œil du dragon dans son inventaire, déploie ses ailes de chauve-souris et s'envole pour le livrer à Arya. De retour chez eux, Arya est allongée, recousue, luttant pour survivre. Vulcan est à ses côtés, les larmes aux yeux, tandis que le groupe observe la scène bouleversante en silence. Puis soudain, un bruit sourd à l'extérieur surprend tout le monde. Cédric et Dany se précipitent pour trouver le corps du dragon terrestre et le petit Tama, épuisé allongé sur le dragon ensanglanté. Cédric crie qu'il n'y a pas de temps pour les détails, ordonnant à tout le monde de prendre l'œil du dragon et de soigner Arya immédiatement. Alors qu'il se dépêche, Tama prie en silence pour Arya, inconsciente qu'elle est piégée dans un cauchemar profond. Dans son rêve, Arya voit son village en flammes, dévasté par la destruction. À l'âge de 13 ans, sa maison a été attaquée par des démons à la recherche de la pierre philosophale et tuant sans pitié quiconque se trouvait sur leur chemin. Puis nous voyons la jeune Arya dans sa terreur, essayant de fuir mais trébuchant sur les démons et étant tellement effrayée qu'elle s'est fait dessus. Juste au moment où elle pensait que tout espoir était perdu, un chat élémentaire semblable à Tama est apparu et lui a sauvé la vie. Arya se réveille alors en sursaut, le souvenir du passé encore frais dans son esprit. Elle comprend maintenant pourquoi elle a toujours aimé les chats. Ses yeux se posent ensuite sur Tama, enroulé à côté d'elle, et elle ressent une vague de gratitude. Le matin suivant, tout le monde est ravi de voir Arya aller mieux. Arnold, submergé par l'émotion, commence à pleurer sans retenue. Bien qu'elle soit hors de danger immédiat, la toxine persiste dans son système, donc Arya doit passer les prochains jours à se rétablir complètement. Plus tard dans la nuit, Tama s'aventure dans la forêt à la recherche de monstres pour tester ses compétences. Depuis son combat avec le dragon terrestre, il a du mal à comprendre comment ces formes évolutives fonctionnent. Il a remarqué que sa forme colossale a disparu, mais à la place, il a acquis de nouvelles capacités du dragon. En repérant un énorme monstre buffle, Tama décide de pratiquer sa griffe de dragon et son croc de dragon nouvellement acquis.
Puis, avec une efficacité rapide et brutale, le monstre est éliminé en quelques secondes, laissant Tama surpris par la force qu'il a acquise. Soudain, le son de pas léger attire l'attention de Tama. Sortant de l'obscurité, une jeune femme apparaît, ses vêtements en lambeaux et ses traits élégants contrastant avec son aura inquiétante. Ce qui est étrange, c'est qu'elle s'adresse directement à Tama, l'appelant le fort comme si elle le connaissait. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est la façon dont elle renifle l'un des morceaux d'armure de Tama, comme si elle le traquait. La femme demande alors pourquoi Tama est dans sa forme fertile, puis elle se lance dans une poursuite frénétique, criant à propos de son corps fort et essayant de l'attraper. Tama pousse un cri de terreur et se précipite vers un petit trou, évitant de justesse ses mains qui tentent de l'attraper. Le comportement déséquilibré de la femme l'effraie complètement, mais il parvient à s'échapper. Il retourne alors vers Arya, qui dort paisiblement, et se blottit dans ses bras pour trouver du réconfort, encore secoué par la rencontre. Et alors qu'il s'endort, Tama ne peut se débarrasser de l'impression que la femme folle lui est familière. Le jour suivant, Arya habille Tama d'une petite tenue mignonne avec des volants, le rendant absolument adorable. Les deux partent ensuite pour un pique-nique et Arya prépare un assortiment de friandises, offrant à Tama quelques baies à grignoter. Pendant qu'ils se détendent, Arya évoque le dragon terrestre, se rappelant comment ils avaient trouvé Tama battu et meurtri près de son cadavre. Arya partage ensuite plus sur son passé, demandant à Tama s'il se souvient de ses histoires précédentes. Elle raconte l'attaque démoniaque sur son village de lumière quand un chat élémentaire lui a sauvé la vie. Et puis le village a finalement été sauvé par le Saint de l'épée, qui a vaincu les démons à lui seul. Ce jour-là, Arya avait juré de devenir une guerrière forte, laissant sa mère et sa famille derrière elle avec la promesse de revenir plus forte. Cependant, la voix d'Arya tremble alors qu'elle admet qu'elle a l'impression d'être toujours sauvée, que ce soit par Vulcan, le groupe de Cédric, ou Tama lui-même. Les larmes montent alors à ses yeux lorsqu'elle avoue que malgré son serment de protéger ses camarades et son peuple, elle a l'impression d'être celle qui a constamment besoin de protection. Tama se lève alors rapidement, réconfortant Arya alors qu'elle essuie ses larmes. Elle comprend ce qu'il essaie de lui dire, qu'elle ne devrait pas se sentir déprimée car après tout, elle a vaincu Barel elle-même et mérite du crédit. Plus tard, Arya et Tama rendent visite à Vulcan, qui révèle que l'armure commandée par Arya est prête. Arya a gagné une petite fortune en récompense pour avoir vaincu Barel, et a vendu le butin des trolls que Tama a vaincu pour obtenir un peu d'argent supplémentaire. Elle avait tout investi dans l'achat d'une armure de haute qualité. Bien que cela coûte cher, Vulcan insiste sur le fait que sa sécurité n'a pas de prix. La nouvelle armure est à la fois mignonne et pratique, et Arya n'arrive pas à contenir son excitation. Elle saute partout, ravie de la légèreté et du confort. Vulcan explique ensuite chaque détail de l'artisanat, mais Tama reste silencieux, admirant à quel point son maître a l'air cool dans sa tenue de combat. Tous les trois décident alors de faire un voyage pour tester l'armure en action. En entrant dans un tunnel, l'atmosphère est tendue car cela fait un certain temps qu'Arya n'est pas allée dans un tel endroit. Tama saute ensuite de son épaule et utilise sa bénédiction du roi lion pour accorder à elle et Vulcan une résistance au feu et à la glace, un geste qui fait fondre Arya devant sa mignonnerie. Bientôt, le groupe rencontre un ogre et Arya n'hésite pas. Elle se précipite avec une vitesse aveuglante, surprenant même Vulcan car elle n'a même pas utilisé sa compétence. Et d'un coup précis, elle décapite la créature, ne lui laissant aucune chance de riposter. Arya célèbre son succès, louant l'armure et ses nouveaux couteaux aiguisés, mais leur moment de joie est de courte durée. Tama se fige soudainement, sentant une présence inquiétante à proximité. Sortant de l'obscurité, la femme effrayante marmonne à propos du destin et de sa quête pour trouver Tama. Arya demande perplexe si elle est une aventurière perdue de ruines, mais la femme nie connaître un tel endroit. Au lieu de cela, elle se déclare née de l'obscurité, tendant désespérément la main vers Tama. Vulcan suppose qu'elle pourrait avoir une amnésie, mais ses divagations deviennent de plus en plus bizarres. Elle commence à révéler des secrets qui seraient mieux gardés sous silence, puis choque tout le monde en demandant que Tama la mette enceinte. Arya reste calme et la rabroue, affirmant fermement que Tama n'est qu'un petit chaton, tandis que Tama, horrifiée, se cache dans les bras d'Arya pour se protéger. En voyant cela, la femme s'énerve davantage et accuse Arya d'avoir apprivoisé Tama et de l'avoir volée. Mais malgré l'interaction bizarre, Arya reste compatissante et invite la femme à rejoindre leur groupe, croyant qu'il est plus sûr de ne pas la laisser seule ou elle pourrait finir comme esclave ou pire. Arya rassure Tama qu'il sera protégé et la femme accepte à contre-cœur, voyant cela comme sa meilleure chance de rester proche de Tama. Sur le chemin du retour, il décide de donner un nom à la femme sauvage. La fille ne s'en soucie pas beaucoup, mais Arya pointe une étoile et propose de l'appeler Stella, disant que cela signifie beau dans son pays natal. Voyant que même Tama aime le nom, la femme accepte d'être nommée Stella. Une fois à la maison, il commence la tâche ardue de laver Stella. Elle demande impatiemment combien de temps cela prendra, mais Arya est déterminée à la nettoyer à fond. Une fois terminée, Stella se sent incroyable et saute, émerveillée par le morceau de pierre utilisé pour la nettoyer.
Vulcan la corrige en expliquant que c'est du savon. Emportée par l'enthousiasme, elle plonge dans la piscine et éclabousse comme une enfant excitée. Arya appelle ensuite Tama pour laver ses petits pieds et Stella, voyant cela, devient jalouse. Elle crie que ce n'est pas juste et exige de laver Tama elle-même, mais Arya la refuse calmement, disant qu'elle seule, en tant que propriétaire, a ce privilège. Plus tard dans la nuit, Tama se réveille en entendant Stella l'appeler télépathiquement. Il la voit le regarder de manière sinistre. À sa grande surprise, il communique par télépathie. Stella lui rappelle comment il l'a massacré, ce qui déroute Tama jusqu'à ce qu'elle mentionne le labyrinthe. C'est alors qu'il réalise qu'elle est le dragon terrestre réincarné. Stella explique ensuite qu'elle est née dans les ténèbres avec des capacités de rang S, invincible face aux autres créatures, jusqu'à ce que Tama la défie en lui crevant l'œil à mort. Elle a ensuite été reborn et réincarnée, tout comme Tama, mais cette fois en tant que demoiselle en lambeaux et fragile. Alors qu'elle était mourante dans sa vie passée, elle a juré de retrouver Tama dans sa prochaine vie, et elle n'a pas perdu de temps pour tenir cette promesse. Tama, nerveuse et courbée, écoute son histoire avec inquiétude et demande si elle est revenue pour se venger, mais elle révèle que ses intentions sont bien pires. Elle déclare alors calmement qu'elle s'est complètement soumise à lui et n'a aucun intérêt pour le combat. Au lieu de cela, elle avoue que tout ce qu'elle veut, c'est son jus de chat pour se multiplier, laissant Tama complètement horrifiée. Elle admet passionnément qu'il est le seul homme fort qu'elle ait jamais rencontré et qu'elle est tombée éperdument amoureuse. Et sans prévenir, Stella se précipite sur Tama, ses intentions sont très claires. Mais juste à temps, Arya intervient, tirant Tama en sécurité et laissant Stella trembler dans un coin de honte. Arya gronde ensuite Stella, lui conseillant fermement de s'éloigner de Tama, avant de retourner calmement se coucher. Cependant, alors que Tama tente de se détendre, il entend encore les murmures inquiétants de Stella dans l'obscurité, promettant qu'elle trouvera finalement un moyen de l'atteindre. Le lendemain matin, Arya a offert un petit déjeuner à Stella. Découvrant de la vraie nourriture pour la première fois, Stella a momentanément perdu la tête de pur plaisir avant de rapidement retrouver son calme et de plonger dans une autre conversation interne avec Tama. Après le petit déjeuner, Arya l'a emmené faire une promenade en ville, espérant que les sites touristiques pourraient raviver les souvenirs que Stella prétendait avoir perdus. Cependant, la seule chose dont Stella pouvait se souvenir était l'image de Tama sautant dans ses gants dorés, ce qu'elle insistait être le seul mystère qu'elle voulait résoudre. Cela a fait réaliser à Tama que, aux yeux de Stella, Arya était la plus forte des deux. Arya a ensuite proposé que Stella devienne aventurière comme moyen de trouver un but. Pour l'aider à se préparer, elle a amené Stella chez Vulcan pour régler ses canons de complot. Arya et Vulcan étaient tous deux légèrement sceptiques quant au choix de Stella de s'habiller d'une tenue ressemblant à quelque chose provenant d'un catalogue de clôtures en ligne. Mais Stella adorait la façon dont la coupe ajustée gardait ses melons bien au chaud. Arya tourna ensuite son attention vers la recherche d'une arme appropriée pour Stella. Stella, cependant, rejeta l'inquiétude en montrant ses capacités de demi-dragon, ce qui révéla qu'elle conservait encore une quantité significative de sa force de sa vie passée. Le groupe testa une variété d'armes, jusqu'à ce que Stella opte pour un bouclier massif conçu pour les géants. Tama demanda alors curieusement pourquoi elle n'avait pas choisi une épée, alors Stella expliqua que perdre contre lui lui avait appris l'importance de la défense. Satisfaite, elle a assorti le bouclier avec une épée pour l'équilibre, et le groupe s'est dirigé vers le donjon pour tester son nouvel équipement, avec Arya assignant Tama pour veiller sur elle pendant le combat. Mais avant que Vulcan ne puisse élaborer une stratégie appropriée, Stella s'est précipitée et est tombée sur 3 gobelins profitant tranquillement d'un repas. Les gobelins surpris ont alors immédiatement réagi, si bien qu'Arya et Vulcan ont crié à Stella de se replier et de se regrouper avec Tama, mais Stella les a ignorés. Elle a abaissé son bouclier et son épée, déchaînant ses griffes de dragon pour déchiqueter 2 des gobelins en un clin d'œil. Le 3e gobelin a lancé une contre-attaque désespérée par derrière, mais Stella a attrapé son épée en plein mouvement et a banni la créature en enfer d'un seul coup. Arya et Vulcan restèrent figés d'incrédulité, complètement paralysés par ce qu'ils venaient de voir. Pendant ce temps, Tama remarqua que Stella était revenue à la vie avec les mêmes capacités qu'elle possédait dans son existence précédente. Sans gobelin pour la défier, Stella s'ennuyait de plus en plus et déclara qu'elle avait faim d'adversaires plus puissants. Le groupe a ensuite décidé de s'aventurer plus profondément dans le donjon, rencontrant finalement 2 orques. Stella n'a pas perdu de temps, projetant le premier orque contre le mur avec une force tonitruante. Le second orque a hésité, regrettant clairement sa décision d'attaquer, mais c'était trop tard car Stella l'a rapidement éliminé, laissant le couloir couvert des entrailles de ses ennemis. En Ardis, le groupe décida de s'enfoncer encore plus profondément dans le donjon, et finalement, ils arrivèrent dans une section infestée de blobs bactériens. Mais avant qu'Arya ne puisse la prévenir, Stella se lança tête baissée dans la bataille. Cependant, sa confiance vacilla rapidement lorsque les tentacules du blob s'enroulèrent autour d'elle, lui envoyant des frissons dans le dos. Tama, rapide à montrer les conséquences de sous-estimer ses ennemis, a souligné ce qui pourrait arriver à ses traiteuses si elles se faisaient prendre. Cela a poussé Stella à lancer une attaque imprudente, mais les blobs ont contré en saisissant son épée et en l'aspergeant de jus d'amour collant. L'assaut inattendu a fait perdre le contrôle à Stella et Arya et Vulcan se sont précipités pour la sauver.
Cependant, Tama a senti que le comportement erratique de Stella était lié à ses instincts de dragon. Utilisant une compétence de tentacule qu'il possédait, Tama a maîtrisé les filles et les blobs et a déclenché une puissante rafale d'eau qui a anéanti les blobs, mettant fin au règne de terreur provoqué par les créatures cultivées. Après avoir retrouvé son calme, Stella s'est sentie humiliée par son moment de faiblesse. Tama lui a offert une douce réassurance, promettant de la protéger des dangers à l'avenir. Ce vœu sincère a fait ressurgir les instincts de dragon de Stella alors que son corps réagissait avec une surabondance de bave de dragon. Résolue à apprendre de ses erreurs, Stella a accepté de suivre les conseils de Vulcan, jurant de devenir plus forte et un véritable atout pour l'équipe. Cette conversation a déclenché des souvenirs des aventuriers qu'elle avait vaincus dans sa vie antérieure, et elle se rappela à quel point ils avaient été redoutables en travaillant ensemble. L'idée d'atteindre ce même niveau de force la remplissait maintenant d'excitation et de détermination. Juste à ce moment-là, Arya fut victime de ses propres pensées intrusives. Se tournant vers Tama, elle le supplia avec ferveur d'utiliser sa compétence de tentacule sur ses canons de l'intrigue. Tama était complètement stupéfait, incapable de comprendre l'absurdité totale de la demande. Mais avant qu'il ne puisse même traiter ce qui se passait, Arya commença à enlever son armure avec un abandon imprudent. Mais heureusement, Vulcan est intervenu juste à temps, réussissant à maîtriser Arya avant que la situation ne dégénère davantage. Quelques instants plus tard, ils ont repris leur périple dans le donjon à la recherche de leur prochaine proie malchanceuse. Après quelques délibérations, le groupe a fait une pause pour élaborer une stratégie concernant le rôle de Stella dans leurs manœuvres coordonnées. Compte tenu de sa force brute et de sa résilience, il a été décidé qu'elle servirait d'avant-garde à l'équipe, agissant à la fois comme un bouclier et une exécutrice. Peu de temps après, ils ont rencontré un groupe d'orques. Alors Stella a immédiatement avancé, brandissant son bouclier pour provoquer les créatures à attaquer. Un orque poussé par une agression imprudente s'est précipité vers elle, mais elle a rapidement riposté avec un seul coup décisif qui a coupé son bras. Alors qu'elle s'approchait pour achever la créature, l'orque désespéré maintenant, terrifié, il a tourné et fui comme un cochon effrayé. Mais Stella n'était pas prête à le laisser s'échapper et sans hésitation, elle l'a poursuivi avec une détermination implacable. Pendant ce temps, Tama a activé sa capacité d'amélioration enchantée pour renforcer la sorcellerie d'Arya et de Vulcan, intensifiant un. Ensemble, ils ont traversé toutes les créatures restantes sur leur chemin avant de tomber sur un bain de donjon serein. Sans hésiter, le groupe a décidé de se détendre. Ce qui a suivi était un chaos total pour Tama, qui a lutté avec ses démons intérieurs, tandis que les filles exhibaient sans vergogne leurs atouts, repoussant les limites de son calme. Les choses se sont intensifiées lorsqu'Arya, sans aucune honte, a installé Tama sur sa poitrine, affirmant que c'était sa place légitime pour se détendre. Ne voulant pas être surpassée, Stella a pressé ses melons de dragon contre ceux d'Arya, déclenchant une compétition féroce pour savoir qui méritait vraiment l'attention de Tama. Stella, maintenant pleinement convaincue qu'Arya était inférieure, déclara qu'elle pouvait chérir Tama bien mieux qu'elle. Arya, bien sûr, refusa de se laisser faire et leur dispute houleuse atteignit son paroxysme. Vulcan, pris au milieu du chaos, a essayé de jouer les médiateurs. Il a suggéré que Stella prenne le rôle de la jeune épouse de Tama, un compromis qui n'a fait qu'attiser les flammes de leur dispute. Alors que les tensions montaient, la force pure de leurs melons qui s'affrontaient a propulsé Tama directement dans le plafond, le laissant remettre en question chaque choix de vie qui l'avait conduit à ce moment. Plus tard, le groupe est retourné à la guilde pour présenter Stella à Arnold. Mais avant de l'enregistrer officiellement comme aventurière, Arnold les a présentés à un homme nommé Rhys, qui avait une demande unique. Il a expliqué qu'il se préparait pour un long voyage et avait besoin d'une équipe redoutable pour protéger un bien précieux. Quand Arya a demandé la nature de cet objet, Rhys a insisté sur le fait que ce n'était pas quelque chose à discuter en public. Il les a ensuite conduits dans un entrepôt sécurisé, révélant que l'objet mystérieux qu'il devait protéger n'était autre que la carcasse du dragon de Stella, ce qui l'a laissé sous le choc. Rhys explique alors que ces restes appartiennent à une créature redoutable, qui, au moins une fois, a défié son ennemi. C'est exactement ce que voit le marchand, le poussant à acheter l'objet sans hésitation. Tandis que Stella reste fascinée par le squelette, Tama lui parle par télépathie pour prendre de ses nouvelles. Elle avoue que cela lui semble complètement étrange, car au moment où son regard s'est posé dessus, un souvenir de sa propre mort a refait surface, la remplissant d'une tristesse accablante. En vérité, cette angoisse naît de l'émotion profonde qu'elle nourrit pour le puissant Tama. À ce moment précis, Arnold fait son entrée, et juste avant qu'Arya ne parte, il lui remet l'étiquette Alpha Promotion pour le rang B. Peu après, le groupe se met en route pour leur mission d'escorte, Arnold et Vulcan faisant leurs adieux aux voyageurs. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, les aventuriers rencontrent plusieurs menaces, mais rien ne parvient à ralentir la progression régulière de la calèche grâce à la performance impeccable d'Arya, Stella et Tama. Lorsque la journée touche à sa fin, le groupe établit le camp, et Rhys présente à Arya un bouquet de muguets. Intriguée, Stella demande si ces fleurs sont spéciales, et Rhys explique que sa fiancée, Alysa, les chérissait et qu'il avait l'habitude de les cueillir pour elle.
En entendant que l'homme a une fiancée, Tama comprend soudainement pourquoi il montre peu d'intérêt pour son maître. Arya s'enquiert alors de ses intentions concernant le squelette de dragon terrestre, et il admet que c'est une bonne question. Un marchand d'armes avait déjà commencé à stocker des matériaux rares, convaincu qu'une grande guerre se profilait. Cette remarque déclenche le souvenir de Tama lorsque le démon qu'ils ont combattu a mentionné la résurrection d'une créature puissante. Enfin, Rhys remarque qu'il devrait atteindre Gladstone d'ici demain, suggérant que le repos est de mise. Avec cela, le groupe se prépare à dormir. Pourtant, aux premières heures du matin, un phénomène inhabituel commence à se répandre dans la région. Tama sort précipitamment de sa tente, cherchant à comprendre ce qui se passe, car tout autour d'eux semble affecté, sauf apparemment leur propre camp. Arya se réveille alors au milieu de tout ce chaos, tandis que Rhys rassure calmement tout le monde en expliquant que le chargement est en sécurité et qu'ils assistent simplement à la formation d'un nouveau labyrinthe. Bien que peu de gens le sachent, il est tout à fait possible qu'un donjon apparaisse spontanément de nulle part. Le groupe avance alors, se frayant un chemin à travers l'épais brouillard qui s'est installé lors de la création du donjon, et Rhys suppose qu'ils l'ont traversé en toute sécurité. Arya pousse un soupir de soulagement, bien qu'elle admette qu'elle aimerait revenir et explorer davantage, tandis que Tama réfléchit à la façon dont les labyrinthes nouvellement formés offrent toujours des matériaux rares, fraîchement disponibles. Après s'être éloigné du brouillard, Rias se tourne vers les aventuriers et leur demande s'ils sont intéressés à entrer dans le labyrinthe, notant que les occasions d'explorer un donjon nouvellement créé comme celui-ci sont aussi rares que les dents de poule. Naturellement, ce serait encore plus agréable s'ils acceptèrent de vendre tout butin précieux qu'ils trouveraient à lui. L'enthousiasme du groupe monte face au défi, mais le marchand les avertit de rester sur leur garde. Après tout, cet endroit n'existait pas il y a encore quelques heures, donc personne ne peut dire avec certitude quelles horreurs s'y cachent. Donc chaque précaution est indispensable. Gardant cela à l'esprit, alors qu'il s'approche du brouillard, Tama active la protection du lion divin pour protéger son équipe. Avec cette amélioration, Stella se sent absolument libre de foncer tête baissée dans n'importe quel danger, sprintant immédiatement en avant malgré les appels frénétiques d'Arya pour ralentir. Ne sachant pas comment maîtriser l'elfe sauvage, Arya se rappelle que Vulcan avait griffonné une note de précaution au cas où elle perdrait le contrôle, et la note disait que si Stella combat avec l'équipe, elle lui permettra de serrer Tama dans ses bras une fois. En entendant ces mots, Stella reconsidère instantanément sa course imprudente, revenant rejoindre ses alliés et se calmer, tout cela pour avoir une chance de câliner son chat préféré. Mais au milieu de cette agitation, le groupe entend soudain le son d'un rire féminin résonnant autour d'eux et une sphère magique se matérialise demandant avec espièglerie si les aventuriers sont à la recherche d'un trésor. Ensuite, l'orbe leur fait signe de suivre. Sans perdre un instant, Stella se précipite après lui, mais l'illusion se révèle traîtresse, car elle les mène directement dans une embuscade où deux grands singes arrivent en chargeant. Stella s'avance alors en première ligne, provoquant les attaquants et attirant leur attention sur elle-même. Lorsqu'un des singes frappe son bouclier avec un coup de tête, Arya profite du moment pour éliminer rapidement les deux créatures. Arya félicite ensuite ses compagnons pour leur excellent travail d'équipe, mais Stella grogne que ses efforts n'étaient pas seulement pour le bénéfice du groupe, mais spécifiquement pour Tama. Au milieu de ce chaos, un buisson proche commence à bruisser et une voix douce et apparemment innocente prétend que personne n'est là. Pas facilement trompée, Stella ordonne aux figures cachées de se montrer avant qu'elles ne doivent les poursuivre. En réponse, deux lutins se matérialisent, chacun étonnamment différent en taille. La plus petite se présente comme Lily, une haute fée, tandis que la plus grande se présente comme Freyr, une haute dryade. Curieuse, Stella demande quel goût pourraient avoir ces êtres. À quoi Arya répond qu'il s'agit de fées, communément trouvées dans les forêts labyrinthiques, bien qu'elle-même n'en ait jamais rencontré auparavant. Ensuite, elle salue le duo, mais ils semblent uniquement captivés par Tama, le prenant immédiatement pour lui prodiguer des caresses affectueuses. Sentant que ce favoritisme est injuste, Stella lance une attaque d'exaspération, mais Tama intervient rapidement par télépathie, l'exhortant à se détendre. Stella insiste sur le fait que ces petites créatures avaient l'intention de piéger le groupe, et même de leur faire du mal, mais Lily réfute rapidement cette affirmation. Elle explique qu'elle et Freyr n'ont aucune intention malveillante, car ils voulaient simplement se lier d'amitié avec le chat élémentaire, et le guider simplement vers le trésor. À propos de cela, Freyr révèle l'objet splendide caché derrière ce labyrinthe. Quand ils ouvrent la boîte, ils trouvent une flasque exquise contenant une potion qui semble incroyablement rare. Lily et Freyr les informent ensuite que des trésors similaires sont éparpillés dans la région, mais pour les obtenir, ils doivent d'abord sécuriser une clé cachée dans une ruche grouillante de grosses abeilles méchantes. À peine ont-ils entendu cela que les abeilles attaquent, forçant Stella à se mettre à l'abri, tandis que Tama riposte rapidement avec son hurlement. Simultanément, Arya enchaîne avec une coupe tourbillon, tranchant toutes les abeilles sur leur passage. Après leur victoire, Freyr reprend Tama dans ses bras, admirant sa puissance malgré sa petite taille attachante. Lily félicite les deux compagnons du chat, tandis que Stella précise clairement qu'elle est celle qui fait vraiment avancer les choses. Pendant ce temps, Arya récupère une clé d'un arbre, et Lily avec Freyr explique qu'elle sera responsable d'ouvrir la porte du boss du labyrinthe, le gardien du trésor principal du donjon.
Arya pense que cet endroit doit abriter des articles exceptionnellement rares et suggère qu'ils prennent une pause avant de continuer, étant donné leur épuisement dû au long voyage et l'incertitude à venir. À ce moment-là, les fées demandent avec impatience d'être emmenés dans une ville humaine, révélant leur désir de longue date d'en visiter une. Plus tard, les fées sont enchantées par leur toute première vision d'une ville. Arya, voulant les garder en sécurité, les exhorte à rester proches pour qu'ils ne se perdent pas. Cependant, les fées sont tellement fascinées qu'elles se précipitent vers le premier parfum séduisant qu'elles détectent. Frustrée, Arya doit les gronder, avertissant que si elles ne font pas attention, elles pourraient être capturées. Après tout, les fées sont rares et précieuses. Enfin, Arya déclare qu'il est temps de se rendre au magasin de Rhys et de voir quel trésor il pourrait découvrir en chemin. Juste à ce moment-là, elle trouve de nouveau les lutins qui s'échappent, cette fois en emportant un bol de nourriture humaine d'un stand voisin. Stella, remarquant cela, insiste pour goûter la nourriture elle aussi, et Arya intervient rapidement pour assurer au propriétaire du stand qu'elle paiera le coup, consciente de son impatience croissante. Cela fait, la fée obtient enfin la chance de manger la nourriture qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Quelque temps plus tard, le groupe rend visite à Rhys pour faire évaluer l'objet rare qu'ils ont récupéré du labyrinthe. Rhys est ravi de découvrir qu'il s'agit de la larme de vérité, un liquide qui empêche quiconque le consomme de mentir. Le marchand suppose qu'obtenir un tel objet n'a pas dû être une mince affaire, et juste au moment où Arya est sur le point de raconter leur épreuve, les fées éclatent soudainement dans la pièce, se comportant comme deux enfants turbulents. En les voyant, Rhys est inexplicablement ému et s'excuse de devenir émotif, bien qu'en réalité il n'ait jamais vu de Pixie auparavant. Il mentionne ensuite assez brusquement qu'il a oublié de s'occuper d'une autre affaire et part sans plus d'explications. Plus tard dans la nuit, à l'approche de l'heure du coucher, Stella s'approche de Tama, impatiente de recevoir sa récompense. Et c'est un câlin chaleureux de sa part, mais le chat la repousse promptement. Pourtant, même Arya admet que Stella a très bien réussi, alors elle demande à son animal de compagnie juste un câlin, et à contre-cœur, Tama accepte. À ce moment-là, Stella est presque incrédule face à ce qu'elle est sur le point d'accomplir. Elle hésite, incertaine sur la façon de réclamer son prix tant attendu. Finalement, elle caresse doucement la petite créature avant de se pencher avec excitation pour sentir son ventre. Pendant ce temps, Vulcan rejoint le groupe d'escorte après avoir terminé son travail en ville, seulement pour être surprise par un squelette se levant brusquement du sol. Mais comme le mort-vivant ne représente aucun danger significatif, elle le brise nonchalamment avec son marteau. Cependant, lorsqu'une cloche sonne, une explosion d'énergie violette enveloppe les os éparpillés, laissant Vulcan tenter de comprendre le phénomène étrange. À ce moment précis, le groupe d'escorte arrive à la porte du boss et tourne la clé. Ils traversent le portail, laissant derrière eux les fées qui acclament avec enthousiasme leurs camarades. De l'autre côté, l'équipe est confrontée à un dragon torrent de rang B qui déchaîne immédiatement une rafale de projectiles magiques puissants, martelant le bouclier de Stella avec une force implacable. Pourtant, Stella refuse de reculer. Sans se laisser décourager, elle avance et assomme le dragon avec son bouclier, réussissant à attirer son attention. Arya saisit l'opportunité de tenter une attaque de flanc, mais le dragon perçoit la manœuvre et balance sa queue dans sa direction. Réagissant rapidement, Stella se précipite pour intercepter le coup avec son bouclier, protégeant ainsi son coéquipier. Résolue dans sa détermination à occuper la bête, elle rassure ses coéquipiers qu'elle gère la situation, les exhortant à se joindre à la mêlée et à terminer rapidement le combat tout en lançant des provocations au dragon pendant qu'elle se bat. Tama est impressionnée par ce que Stella a réussi à accomplir avec le groupe en si peu de temps. Encore une fois, le tank remarque qu'elle est le genre de personne qui accomplit tout simplement les choses. Alors que le dragon torrent se précipite sur elle avec sa griffe, Stella attrape son membre entier, creusant un écart crucial dans sa défense, un écart que Tama reconnaît sans perdre une seconde. Il libère son hurlement de flamme et enveloppe l'ennemi dans ses tentacules. À ce moment précis, Arya fonce à toute vitesse, infligeant une entaille rapide à la gorge qui cause une blessure mortelle, mettant fin à la bataille et scellant leur victoire durement gagnée. Tama exulte dans leur succès, célébrant la défaite de leur premier boss et louant son maître, tandis que Stella se vante fièrement qu'il n'aurait pas pu triompher. Peu de temps après, le groupe tombe sur un coffre au trésor contenant 2 parchemins. Une fois activés, ces parchemins émettent une explosion d'énergie puissante dans le corps d'Arya, lui conférant une capacité ancienne connue sous le nom de lame sacrée. Avec ce nouveau pouvoir en main, l'équipe retourne à la forêt du labyrinthe à la recherche des fées, mais constate de plus en plus inquiet, Tama se précipite vers le bol de nourriture que la fée tenait, craignant qu'il ne leur soit arrivé quelque chose de terrible. Pendant ce temps, de retour dans son bureau, Rhys sonne sa cloche et pense que ce ne sera pas long avant que quelque chose de majeur ne se produise. Alors qu'il réfléchit, ses yeux se posent sur un portrait de sa fiancée. Pendant ce temps, alors que le groupe rentrait chez lui, il avançait anxieusement à travers la forêt, complètement inconscient de l'emplacement des 2 fées manquantes. La tête baissée d'inquiétude, ils sont finalement retournés en ville
où Stella et Arya, en entendant leur histoire, Vulcain a suggéré qu'ils se dirigent vers la taverne pour obtenir plus d'indices. Soudain, un majordome est entré dans la pièce accompagné de 2 silhouettes encapuchonnées, annonçant que le comte Gladstone cherchait Arya. Alors qu'il parlait, il est devenu évident que le majordome examinait sans vergogne les melons des femmes, ses yeux s'attardant de manière suggestive sur chacun d'eux. Il a ensuite fait une remarque sur Stella et Vulcain, complimentant leur apparence frappante et leur beauté, et a assuré avec confiance que le comte serait ravi de les voir aussi. Stella, confusée par ces insinuations, restait sans engagement, tandis qu'Arya affirmait fermement qu'elles étaient occupées pour le moment, mais promettait de rendre visite au comte plus tard, peu importe qui il était. Le majordome a ensuite précisé que défier un ordre direct du comte était considéré comme une infraction grave. Prenant conscience de la gravité de la situation, Vulcain a rapidement répondu qu'il ferait les préparatifs nécessaires. Avec cela, le majordome a pris les devants, attendant dans une calèche à l'extérieur pour les femmes. Alors que le majordome partait, Stella se demandait pourquoi il devait accompagner un personnage aussi excentrique, surtout quand leur véritable mission était de localiser les faits. Vulcain, cependant, a mentionné qu'elle avait entendu des rumeurs intrigantes sur le comte Gladstone. Pendant le trajet en calèche, Vulcain a révélé que ce noble était connu pour enlever des femmes. Alarmée, Stella demanda s'il avait pu emmener Lily et Ferry, et Vulcain confirma que c'était exactement la raison pour laquelle ils avaient accepté à contre-cœur de suivre le majordome du comte. Après un moment, ils arrivèrent enfin au manoir du noble. Le majordome s'avança et frappa à la porte du maître pour annoncer l'arrivée des invités. Le comte fit signe à tout le monde d'entrer, et dès qu'il les vit installés sur son canapé, il commenta qu'il n'avait jamais rencontré de femme aussi magnifique que celle-ci. Vulcain a exprimé sa sincère gratitude pour son accueil chaleureux, avec Arya qui a fait écho à ses remerciements. Puis, dans un élan soudain d'inspiration, le comte a claqué des doigts et suggéré qu'ils pourraient devenir ses amis, ou plus précisément, ses amants. Ce salaud répugnant a affirmé avec confiance que personne n'avait jamais regretté un tel arrangement, tandis que Tama observait silencieusement que cet homme disgracieux était aussi détestable que les rumeurs le laissaient entendre. À ce moment-là, le majordome entre en équilibrant une carafe de thé, tout en versant gracieusement une tasse pour chaque invité. Le comte Gladstone encourage tout le monde à boire avec enthousiasme, mais les femmes restent visiblement méfiantes, incertaines de ce que la boisson pourrait contenir. Vulcain refuse poliment en expliquant qu'elle n'a pas soif, mais le comte insiste pour qu'il goûte au moins le thé. Alors qu'Arya se prépare à boire, le comte salive presque d'anticipation. Cependant, juste avant qu'elle ne puisse boire, Tama invoque la bénédiction du roi lion, fortifiant ses alliés et veillant à ce que leurs corps restent indemnes. Quelques instants plus tard, tous les trois prennent enfin une gorgée. À la grande surprise du comte, leurs expressions s'illuminent de joie sincère, et il demande même d'en reprendre. Perplexe, le comte interroge son majordome sur la raison pour laquelle aucun d'entre eux n'est tombé à cause du breuvage puissant. Se penchant en avant, le serviteur admet qu'il n'est pas sûr, mais promet de préparer une dose encore plus forte la prochaine fois. Au milieu de la tension croissante, Stella frappe brusquement du poing sur la table et exige de savoir où sont Lily et Ferry. Sans hésiter un instant, elle saisit le comte par sa chemise, mais il insiste obstinément qu'il ne sait rien de leur localisation. Utilisant la télépathie, Tama l'exhorte à reculer et bien que frustrée, elle le relâche à contre-cœur dans l'espoir d'apaiser la situation. Encore sous le choc de son éclat, Arya présente des excuses au nom de son ami. Mais avant que les choses ne se calment, le comte change brusquement de ton et les accuse d'être des démons qui ont possédé les corps des femmes. Il déclare qu'il doit utiliser la méthode secrète de purification de sa famille pour purifier à la fois leur corps et leurs âmes, en commençant par les enfermer immédiatement. Aussitôt, le majordome applaudit, signalant à ses subordonnés armés et encapuchonnés d'encercler les filles. Avec un rire amer, Stella remercie sarcastiquement les cieux de les avoir entraînés dans ce gâchis et se prépare à abattre les hommes. Cependant, grâce à la télépathie, Tama la prévient que ce n'est pas le moment d'agir. Alors qu'Arya et Vulcain font de leur mieux pour assurer le comte qu'ils ne sont pas là pour causer des ennuis, un soldat se précipite soudainement avec des nouvelles alarmantes. Une armée de morts vivants a envahi la ville, laissant la dévastation dans son sillage et se dirigeant droit vers le manoir du comte. Le comte Gladstone aboie immédiatement des ordres pour que tout le monde se prépare à fuir, mais le majordome intervient en avertissant qu'il est beaucoup trop dangereux de sortir maintenant. Au lieu de cela, il conseille au comte de se retirer à l'étage pour rester en sécurité. Adoptant ce plan, le comte ordonne rapidement à ses serviteurs de le protéger à tout prix avant de se précipiter en haut de l'escalier. Le majordome demande alors ce qu'il convient de faire avec ses femmes, mais le gros noble n'en a rien à faire. Et avec cela, ses sbires le suivent. Restée seule, Arya avoue sa profonde inquiétude pour les habitants de la ville et exprime le désir d'agir contre l'invasion. Ses amis, résolus et déterminés, sont d'accord pour dire que quelque chose doit être fait. Dehors, le chaos règne alors que des essaims de squelettes parcourent le territoire, forçant les citoyens désespérés à fuir terrifiés. Arya et Vulcain prennent les devants pour conduire les villageois vers la sécurité des collines. Une fois les civils en sécurité, l'elfe ingénieuse plonge dans la bataille aux côtés de Tama. Ne voulant pas rester en arrière, Stella charge avec son bouclier, écrasant plusieurs squelettes bien qu'elle trouve leur nature fragile presque risible.
Près de là, un squelette s'en prend à un enfant sans défense, mais Vulcan intervient rapidement. Elle écrase la créature et hisse rapidement la fillette effrayée sur son dos, s'assurant qu'elle s'échappe indemne. Après avoir rejoint ses alliés, Vulcan affirme gravement qu'attaquer toute la horde de front est vain. Leur meilleure chance réside plutôt dans la recherche du cerveau qui contrôle ces morts vivants. En accord, Arya propose qu'ils se séparent. Vulcan continuera à guider les villageois vers la sécurité et surveillera l'enfant pendant qu'Arya, Stella et Tama partent à la recherche du lanceur responsable de l'invocation des squelettes pour le neutraliser. Pendant ce temps, sur le toit, le comte s'est blotti pour la sécurité aux côtés de son majordome et d'un soldat loyal. Les protagonistes, alertés par le son résonnant d'une cloche vers le manoir de Rhys, arrivent et le confrontent directement. Rhys déclare alors que sa quête vengeresse découle du fait que le comte Gladstone est responsable de la mort de sa fiancée, Elisa. Animé par une haine brûlante, il invoque une légion de squelettes encore plus grande. Tama le reconnaît rapidement comme un nécromancien. Rhys avoue ensuite que seul il pouvait à peine faire surgir 2 squelettes, mais avec l'aide des fées, Lily et Ferry, son pouvoir se multiplie considérablement. Dans un geste dramatique, il révèle les 2 lutins cachés sous sa robe. Provoqué par ce spectacle, Tama accuse Rhys d'utiliser la cloche pour contrôler les fées et laisse entendre que la flèche qu'il tient dans sa main pourrait faire partie de ce sinistre plan. Effectivement, Rhys utilise la flèche pour drainer le mana de Lily et de Fairy, canalisant leur pouvoir extraordinaire pour invoquer une véritable armée. Il se vante que les fées possèdent des réserves de mana inégalées, et en utilisant leur force, il a déclenché une explosion qui a réduit toute sa maison en décombres, ouvrant la voie au reste squelettique d'un dragon de terre, un prix qu'il convoitait depuis longtemps. Avec un ton moqueur, il remercie le groupe opposé, affirmant que rien de tout cela n'aurait été possible sans leur intervention. Puis, dans une démonstration glaçante, il se place au centre de la poitrine du squelette du dragon géant, comme s'il devenait le cœur même de l'abomination. Submergé par la fureur due à la profanation de son corps, Stella se précipite à travers la horde de squelettes, les tranchant avec une force implacable, pour être ensuite balayée par la gigantesque patte du dragon de terre. En réponse rapide, Tama libère son hurlement d'éther, brisant la queue squelettique de l'ennemi. Pourtant, à leur grande consternation, chaque os fracturé se reconstitue miraculeusement avec une précision étonnante. Saisissant le moment, Arya active sa nouvelle compétence, l'âme sacrée. Le coup sacré trouve enfin sa cible, infligeant des dégâts sacrés au dragon, mais à un coût élevé, des quantités copieuses de manne compromettant son bien-être physique. Remarquant le danger, Tama déplore qu'il ne puisse pas se transformer en sa forme de Behemoth pour le moment et avertit Stella qu'Arya ne pourra pas utiliser la lame sacrée à nouveau sitôt. Réalisant qu'ils doivent gagner du temps pour sauver Lily et Ferry, Stella se lance avec son bouclier pour se frayer un chemin à travers la horde squelettique vers le dragon, tandis que Tama s'élance dans les airs sur le même chemin, déterminé à soutenir son assaut. Au milieu de la ville, alors que les habitants érigent précipitamment des barricades pour repousser l'assaut, Vulcan arrive, décidé à ne pas les laisser souffrir seuls. La petite fille quitte alors Vulcan et se dirige vers sa mère tandis que Vulcan traîne son énorme marteau sur le sol, traçant une ligne qui se transforme instantanément en un mur de flammes, stoppant l'avancée de l'ennemi. Pendant ce temps, en se concentrant sur Tama, il lance son hurlement de flamme et frappe sa cible avec précision. Pourtant, dans la mêlée, Stella se retrouve coincée sous l'une des énormes pattes du dragon. Rassemblant son immense force, elle repousse, utilisant son bouclier comme levier, refusant résolument d'être vaincue par ce qu'elle considère comme une simple coquille vide. Saisissant l'opportunité, Tama fait apparaître ses tentacules pour emporter Lily et Ferry, dégageant ainsi un chemin pour qu'Arya porte le coup de grâce à Rhys. Alors que la guerrière elfe se prépare, Stella utilise sa technique de traction intégrale pour renforcer ses jambes, se libérant de la prise de la patte, et d'un mouvement rapide et décisif de son épée, elle tranche le bras gauche de la bête. Tama ajoute ensuite son tranchant de flamme à l'assaut, coupant à travers le dragon, tandis qu'Arya canalise sa lame sacrée pour porter un coup final dévastateur au cœur de la créature. En un instant, la forme monstrueuse se dissipe dans l'air, laissant Rhys effondré au sol, pleurant profondément, en réalisant que sa soif de vengeance s'est évaporée comme de la poussière dans le vent. Avançant, Arya insiste sur le fait que la figure devant eux n'est pas le vrai Rhys, que Elisa n'aurait jamais désiré la vengeance. Mais malgré cela, l'homme refuse obstinément de pardonner au comte Gladstone et sonne sa cloche une fois de plus, déterminé à rassembler son armée squelettique pour une autre attaque. Pourtant, cette fois, un seul squelette émerge, avançant lentement vers lui. Alors qu'il tend la main et touche sa main, la créature se transforme en l'image de sa défunte épouse, les enveloppant dans l'illusion d'un vaste champ tranquille. Le visage spectral d'Elisa sourit doucement, remarquant que son mari ne pense jamais clairement lorsqu'il est accablé de chagrin. Submergé par le remords, Rhys commence à pleurer, implorant son pardon et confessant que tout était de sa faute. Avec une douceur ferme, Elisa lui dit qu'il doit expier ses péchés, même si le chemin à venir sera ardu. Puis dans un acte final, elle disparaît pour toujours, emportant la cloche magique et toute l'armée de squelettes qui dépendait de cet artefact pour le contrôle.
De retour au cœur de la ville, Vulcan observe dans un silence stupéfait alors que les morts vivants se dissolvent en néant, tandis que le comte Gladstone tremble de terreur alors que les créatures restantes disparaissent en se précipitant sur le toit. Le lendemain, toute la place publique était remplie de citoyens rassemblés pour assister à une exécution. Dans une tente voisine, le majordome du comte a déclaré que cet événement était l'occasion parfaite pour le chef de montrer son autorité. À ce moment-là, Arya est arrivée en portant une cruche de thé. Elle a gracieusement servi une tasse à Gladstone, qui a siroté la boisson avec un sourire satisfait, manifestement enchanté par sa saveur riche et coûteuse. Tama n'a pas pu s'empêcher de remarquer que le thé était en effet loin d'être ordinaire. Peu après, le comte s'est dirigé vers la guillotine où Rhys était déjà positionné, prêt à recevoir le coup fatal. Mais avant que l'exécution ne puisse avoir lieu, le comte s'est tourné vers la foule assemblée et a présenté les vraies héroïnes de la ville, Arya, Stella et Vulcan. Il déclara alors que l'homme responsable du désastre affligeant le peuple de Gladstone devait être exécuté, se demandant quelle force aurait pu le pousser à de telles actions impitoyables. Rhys répondit, avouant que ses actes étaient motivés par un désir ardent de vengeance pour la mort de sa fiancée. Dans un retournement de situation surprenant, Gladstone a avoué ouvertement qu'il avait lui-même tué Elisa, insistant sur le fait que le révéler plus tôt aurait ruiné ses plans soigneusement élaborés. La confession a provoqué une onde de choc dans la foule, et à cet instant, le comte a réalisé qu'il avait trop parlé. Saisissant la potion mystérieuse, Arya a alors demandé au comte s'il avait des connaissances sur les femmes qui avaient disparu de la ville. Désorienté par la soudaine série de questions, Gladstone s'est immédiatement effondré et a avoué qu'il était responsable de les avoir tous éliminés. La panique a commencé lorsque le noble a exigé une explication, seulement pour que l'elfe calme révèle qu'elle avait secrètement mélangé quelques gouttes d'un élixir de vérité dans son thé, le forçant à décharger ses secrets les plus sombres devant toute la foule. Enragés par ces révélations, surtout parce que les femmes disparues étaient des membres chéris de leur communauté, les citoyens ont éclaté de fureur, déterminés à voir la justice rendue à leur chef corrompu. Au milieu du chaos, Rhys a exprimé sa profonde gratitude envers les héroïnes, les remerciant pour tout ce qu'elles avaient fait pour lui. Quelques jours plus tard, les conséquences de cette journée tumultueuse furent révélées. Gladstone fut déchu de son titre de comte et condamné à la réclusion à perpétuité pour ses crimes. Rhys, ayant échappé de justesse à la peine de mort, fut également condamné à l'incarcération, marquant une fin douce amère à un chapitre tragique de l'histoire de la ville. Merci de votre attention. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine partie.